Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Elle a fondé à Saint-Denis un lieu d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences. Elle s'appelle Rada Atem-Ganzer. Elle répare les femmes avec un engagement et une volonté qui forcent le respect. Et elle est notre rôle modèle du jour. Et puis il a une idée derrière la tech. C'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Très heureuse de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de Gladia, une start-up française spécialisée en IA vocale. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. L'intelligence artificielle n'est plus seulement une technologie réservée aux grandes puissances économiques. Elle commence aussi à faire une différence là où elle est le plus souvent attendue, dans des pays émergents ou des communautés sous-représentées. Et justement, on va vous parler aujourd'hui d'un programme qui cherche à donner les clés de l'innovation numérique et à l'IA et de l'IA à ceux qui en ont le plus besoin. Et on en parle avec notre invité aujourd'hui, Frédéric Bardot. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes le président et le cofondateur de Simplon. On va en parler avec vous dans un instant, juste après le focus. Elle mène, vous allez le voir depuis des années, un combat féministe pour mieux soigner les femmes victimes de violences. Gynécologue obstétricienne franco-libanaise, vous allez le voir sur tous les fronts. Elle a décidé de fonder la Maison des Femmes en 2018. Elle s'appelle Rada Atem-Ganzer et c'est Jean Martineau qui nous présente son profil. Bonjour, j'ai un parcours assez traditionnel d'interne des hôpitaux et puis de chef de clinique. J'ai fait médecine à Paris et je me suis orientée rapidement vers la gynécologie obstétrique que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans. Née au Liban, elle est contrainte de le quitter sous une guerre civile. Depuis ce jour, Rada Atem-Ganzer est intolérante à toute forme de violence. Après ses études, la franco-libanaise enchaîne les expériences professionnelles dans les hôpitaux parisiens. En 2011, elle rejoint la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Là, elle rencontre une population bien plus diversifiée et une grande précarité. C'est là que le déclic se fait. Elle se doit de venir en aide à ces femmes qui souffrent. Elle commence donc par un centre de prise en charge et au fur et à mesure, son projet évolue. Mon premier déclic, ça a été la prise en charge des avortements et de la santé sexuelle. Les endroits où on a les centres de planification familiale dans les hôpitaux n'étaient jamais des endroits sympas. Et donc je me suis dit déjà, je pourrais commencer par créer un lieu où on se sentirait vraiment accueilli et pas juste, on va le faire parce que c'est la loi, mais quand même, madame, ça serait mieux si on n'avait pas à le faire. En 2016, la Maison des Femmes est inaugurée et prend en charge plusieurs milliers de femmes par an. L'impact de la Maison des Femmes sur leur vie a été extrêmement important. Il leur a permis de montrer qu'elles pouvaient s'en sortir grâce à l'aide de professionnels bienveillants, qu'elles pouvaient dépasser leurs limites, qu'elles pouvaient se prendre en charge, qu'elles pouvaient être fières d'elles-mêmes, voire recommencer une nouvelle vie après cela. Prise en charge des femmes ayant besoin d'aide sur le planning familial, des femmes ayant subi des violences ou encore une unité de prise en charge des femmes ayant été mutilées sexuellement, Rada apporte ce soutien tant précieux aux femmes en les plaçant au milieu de son projet et en amenant tous les besoins nécessaires autour d'elle afin que la femme se sente rassurée, aidée et accompagnée. Aujourd'hui, Rada est fière de ce qu'elle a construit et ne cherche plus qu'une chose, voir encore plus grand. Allez, tout autre chose à présent. L'intelligence artificielle n'est plus seulement une affaire de spécialistes. Un partenariat stratégique vient de voir le jour pour permettre aux communautés sous-représentées de bénéficier des technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle. Vous allez voir, des formations et des projets innovants sont au cœur de cette initiative avec un objectif clair, rendre l'IA accessible à tous, au service aussi du bien commun. Alors, quelles opportunités ça ouvre pour l'inclusion et l'impact social? On pose la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Frédéric Bardot, vous êtes le président et le cofondateur de Simplon. On va parler, Frédéric, avec vous, d'une première en Europe. D'abord, Simplon, c'est une entreprise sociale qui forme des milliers de personnes au métier du numérique. On en parle de temps en temps dans l'École du Futur. Vous avez récemment annoncé ce partenariat stratégique, une vraie première avec OpenAI, qu'on ne présente plus, la maison mère de ChatGPT, pour rendre l'intelligence artificielle accessible, notamment aux communautés sous-représentées. On veut tout, les coulisses, comment est né ce partenariat, etc. Dites-nous tout. On avait déjà depuis 2013 des partenariats assez structurants avec des grandes machines du numérique, comme Microsoft, comme Apple, comme Meta. Et ça s'est fait à Vivatech.
au mois de mai. En fait, j'avais des partenaires qui sont basculés chez OpenAI, qui ont été débauchés par OpenAI. Et donc, comme j'avais déjà l'habitude de travailler avec eux, ils étaient dans d'autres entreprises que je ne citerai pas. On a repris langue et on a discuté un petit peu au moment de Vivatech. On a discuté pendant l'été. Et puis voilà, on l'a annoncé il y a quelques semaines. Mais ça s'est fait assez naturellement. Après, on est le seul partenaire en Europe aux côtés de l'UNICEF. C'est un peu, on se demande ce qu'on fait là. Mais voilà, comme on est assez référent sur ces questions-là, je pense qu'ils ont choisi de continuer à travailler avec des gens qui connaissaient déjà. Alors justement, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien Simplon, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, a intéressé OpenAI chez vous ? On fait partie de cette vague-là des bootcamps à la française, donc des formations un peu innovantes, lancées en même temps que l'école 42, le wagon, et tous ces gens-là, c'est une génération spontanée, on s'est tous lancés, on a pris la même vague, mais on la surfe un peu différemment, nous on est très très social, très inclusif, et donc voilà, je pense que c'est ça qui a intéressé OpenAI, on est très très en contact avec des communautés éloignées de l'emploi, on a un programme réfugiés, handicap, et on forme 7000 personnes par an, on a 120 écoles dans 25 pays, principalement en France, donc voilà, je pense que voilà, et on est très très proche des ONG, on a aussi une fondation et donc voilà, on fait du prosélytisme pour qu'elles utilisent la technologie pour changer le monde et donc je pense que c'est ça qui a dû taper dans l'œil d'OpenAI. Et c'est ça l'objectif principal de ce partenariat selon vous, enfin, c'est pourquoi vous militez? Oui, tout à fait, il y a deux pieds, il y a vraiment en bon français le IA for all, donc l'IA pour tous et toutes, et puis il y a IA for good, donc là c'est vraiment des cas d'usage qui ont un impact social et qui sont dérivés des technologies d'IA générative, dont on sait qu'elles sont en langage naturel, multilingue, multimodal. Donc forcément, quand on travaille dans le handicap et la migration, il va se passer des choses. Bien sûr. Simplon devient donc le premier partenaire européen à intégrer l'OpenAI Academy. On rappelle là aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, OpenAI a aussi son académie, c'est quoi? C'est une académie de formation dont vous êtes partenaire et dont vous bénéficiez des ressources, des compétences? Oui, c'est ça, c'est leur programme un petit peu impact, on va dire. Ils ont appelé ça l'académie, mais c'est plus dans la logique de transmettre et de démocratiser les modèles, ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT, c'est ça qu'on va faire découvrir à tout le monde. Effectivement, ils ont plein de modèles, des modèles complètement différents, une API, donc on va avoir des licences gratuites, des experts techniques, des licences ChatGPT plus gratuites, de l'aide, des cas d'usage, des cookbooks, donc des recettes et des tutoriels. On va avoir la totale et ça va être super, on va en faire bénéficier un maximum de gens, donc ça, on est assez excités. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme, Alexandre? Vous qui, l'intelligence artificielle, c'est votre truc là aussi. Non, c'est assez exceptionnel, mais j'avais une petite question. On sait qu'en France, on n'a pas forcément accès à tous les modèles au bon moment. Est-ce qu'avec ce genre de partenariat, vous aurez potentiellement accès un peu plus rapidement? Par exemple, je pense au speech-to-speech ou ce genre de choses. Non, on n'aura pas de fast-track parce qu'on est en France, donc on est en zone RGPD et donc effectivement, on n'aura pas de fast-track. Par contre, on aura peut-être quelques previews ou des choses comme ça, mais sinon, on est logé à la même enseigne que les autres. Et mi-novembre, on va faire ce hackathon là, sur le handicap et la migration. Et là, on va avoir plein d'experts qui viennent d'un petit peu partout. Et ça va être vraiment super de développer des solutions qui vont être utiles pour les ONG et pour les bénéficiaires. Alors justement, parce qu'effectivement, dans le communiqué que vous nous avez transmis, vous parlez de projets d'intérêt général que vous envisagez de développer avec les ressources qui vont vous être mises à disposition. Ce hackathon GenAI, c'est ça le c'est titre ça, pour le handicap et la migration. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous souhaitez voir ressortir de ce hackathon? Qui y participe? Expliquez-nous. Nous, on n'imagine rien. Par contre, on a été voir 4 associations qui, elles, imaginent bien tous les cailloux dans la chaussure qu'ils ont et tout ce qui pourrait lever comme frein avec ces technologies-là. Donc, elles ont chacune droit à 2 challenges, 2 défis technologiques avec de l'IA générative. Et donc, on va les plier pendant les 2 jours de hackathon. On va les résoudre. Donc, ça va de la bibliothèque de prompt à un ChatGPT custom, en passant par des choses qui peuvent être effectivement audio, et de la transcription ou du multilingue. Donc voilà, elles sont arrivées avec 8 problèmes et on a 2 jours pour les résoudre avec l'aide des experts OpenAI, d'associations, des membres de l'association aussi, des bénéficiaires. Donc il va y avoir des personnes en situation de handicap et des réfugiés qui vont travailler dans le hackathon aussi aux solutions pour qu'on ne soit pas déconnecté du client final, on va dire. Et puis des partenaires entreprises qui, de manière bénévole, en fait, viennent s'impliquer parce qu'elles sont déjà partenaires des associations et des formateurs de Simplon, des apprenants de Simplon. Donc ça va être un joyeux bazar, mais ça va être super. L'idée, c'est qu'après, ces projets deviennent des entreprises, en tout cas qu'ils soient concrétisés pour justement venir en aide à ces gens qui... Non, ça va être des outils ou des prompts. D'accord. Mais qui, vous savez qu'avec un prompt, on peut faire déjà pas mal de choses. Donc, voilà. Donc non, il n'y a pas de spin-off, il n'y a pas de start-up. C'est vraiment un hackathon pour des solutions. Et les ONG vont partir avec des solutions, avec des prompts et avec des MVP qui sont connectés aux API d'OpenAI et qui font bien le job.
L'OpenAI Academy aussi, Frédéric, se concentre sur la création d'une communauté mondiale de développeurs. C'est ce sur quoi elle communique depuis un certain temps maintenant. L'objectif, c'est de partager, de ce que je comprends, des connaissances et innover de manière collective aussi. On comprend que vous avez aussi envie de participer forcément à cette aventure, mais justement, comment vous souhaitez ou voulez contribuer à cette communauté mondiale et faciliter les échanges entre les développeurs, les bénéficiaires, les associations, pour justement aider ceux qui sont peut-être éloignés du numérique? Peut-être rapidement de trois façons. Donc nous, on forme 7000 développeurs juniors par an, donc ils vont arriver sur le marché. Donc déjà, ils vont arriver sur le marché avec des pouvoirs magiques, parce qu'ils vont être formés justement à l'IA générative et ils vont bien connaître les produits OpenAI. Donc imaginons tout ce qu'ils vont inventer quand ils seront dans leurs organisations. La deuxième chose, c'est qu'on est très proche des ONG et on les pousse beaucoup à utiliser le numérique de manière efficace mais responsable aussi. On sait qu'il y a aussi des petits problèmes avec le digital en général. Il y a des impacts écologiques, il y a des biais, il y a des hallucinations. Donc on n'est pas angélique, on va parler aussi de ce qui peut fâcher, mais voilà, les aider à se saisir de ces technologies-là. Et après, il y a plein de gens qui font du business avec l'IA générative, mais on n'est pas obligé de faire du business, on peut aussi changer le monde. On peut aussi faire des choses pour l'illettrisme numérique, pour l'éducation, pour la santé, pour le handicap, et donc ça, développer ces cas d'usage un peu différents de ceux qui sont dans le business, ça c'est vraiment un enjeu aussi, de démontrer que ça peut servir à plein de choses différentes. Et vous l'avez déjà fait, parce que Simplon c'est pas nouveau non plus, donc est-ce que vous avez vu, je sais pas, des startups, des entreprises ou simplement des projets, des cas d'usage qui ont été créés en faveur justement de ce domaine-là, l'éducation, le handicap? Oui, déjà nous-mêmes on s'applique nos propres méthodes, donc Simplon utilise beaucoup l'IA générative, on a un GPT custom qui nous permet d'aller chercher des demandes de subventions et pré-rédiger les demandes de subventions. D'accord. C'est utile. Est-ce que ça marche bien? Ouais, ça marche super bien, parce qu'on les entraîne, on le fine-tune sur des réponses qu'on a déjà fait. Et on a un prompt magique pour tous nos apprenants qui est je mets ma lettre de motivation, je mets mon CV, je mets l'offre d'emploi à laquelle je réponds et je demande à ChatGPT de simuler un entretien d'embauche pour me préparer. C'est tout simple, fallait y penser, mais c'est super utile. Eh ben, on va continuer à en parler dans un instant. Tout ceci est passionnant, Frédéric. On en parle tout à l'heure. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon. Frédéric, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, au programme avec vous, on va continuer à parler forcément d'intelligence artificielle parce qu'une nouvelle start-up de la French Tech fait beaucoup parler d'elle cette semaine avec une nouvelle levée de fonds assez impressionnante. Vous allez nous en dire plus sur Gladia, c'est ça? Exactement. Gladia, c'est une start-up française qui est spécialisée dans l'IA vocale et elle vient tout juste de lever 16 millions de dollars. Leur technologie, c'est un moteur capable de transcrire des conversations en temps réel dans plusieurs langues. Ce qui est génial, c'est que ça peut aussi s'adapter à différents secteurs et avec une précision assez remarquable. Alors concrètement, comment ça marche? C'est un logiciel qu'on installe sur un ordinateur, sur une tablette? Alors pas vraiment, en fait Gladia c'est une plateforme en ligne à laquelle les entreprises peuvent se connecter via une API notamment. Donc par exemple un service client peut venir directement utiliser cette technologie pour transcrire automatiquement des conversations téléphoniques en temps réel. Et ce qui est fort, c'est que le moteur comprend même les accents et les variations de langage. En bref, ça rend la technologie très pratique, surtout à l'international. Ça, c'est sûr. En dehors des services clients, où est-ce que cette technologie elle pourrait être utile? Alors, il y a plein d'applications, de potentiels cas d'usage, ça c'est sûr. Ce que j'ai noté que je trouve assez intéressant, c'est par exemple dans la santé. Les médecins pourraient transcrire automatiquement leurs consultations pour avoir un suivi écrit sans perdre de temps. Ou par exemple dans la finance, on pourrait utiliser cette technologie pour transcrire des réunions importantes avec des termes techniques spécifiques. Donc vraiment, partout où la voix a un travail, a un rôle, Gladia peut apporter une belle solution. Peut-être bientôt dans le journalisme et dans cette émission, on verra, ça ouvre plein de possibilités. Mais en tout cas, face à des géants comme Google ou Amazon, comment Gladia justement vient se positionner? Alors, Gladia est assez malin sur le sujet. Contrairement aux géants qui offrent des solutions assez généralistes, Gladia mise sur la spécialisation. Donc par exemple, ils peuvent adapter leur technologie pour comprendre des termes techniques dans des secteurs comme la santé, le journalisme, pourquoi pas. Et ils mettent aussi un gros focus sur la sécurité des data, un point crucial pour beaucoup d'entreprises qui ont des besoins très spécifiques en matière de confidentialité, sans oublier que c'est une start-up française et européenne, donc ça peut être un vrai avantage pour naviguer entre les régulations européennes toujours plus nombreuses. Cocorico, effectivement, et c'est important de le souligner. Et en plus de l'efficacité, il y a un vrai enjeu, j'imagine, de protection des données. C'est ce qu'on vient de dire exactement. Ah oui. Donc avec les législations comme RGPD ou autres, en Europe, la confidentialité est primordiale. Donc Gladia répond parfaitement à ces exigences-là. Ça rassure énormément les entreprises et leurs clients, surtout celles qui manipulent des informations sensibles, notamment HDS, donc liées à la santé. Est-ce que vous savez comment ils vont utiliser, Alexandre, ces 16 millions de dollars qu'ils viennent de lever? Ça fait beaucoup quand même. Alors oui, ça fait pas mal et à la fois, c'est pas énorme pour cette industrie. Donc, ils vont d'abord l'utiliser pour renforcer leur équipe technique donc, et développer des nouvelles fonctionnalités et aussi pour s'étendre à l'international. On pense notamment à l'Europe et aussi aux États-Unis. Donc, ils comptent élargir à la fois fonctionnalités et équipe. Effectivement. Est-ce que cette levée de fonds, elle reflète aussi une tendance un peu plus générale, peut-être au sein de la French Tech? Ouais. Complètement. Donc Gladia, c'est un exemple parmi tant d'autres en ce moment, en tout cas dans la French Tech, mais ça montre bien que les investisseurs croient de plus en plus en l'innovation française. La French Tech, c'est aujourd'hui un des écosystèmes les plus matures et avec un des plus grands nombres de chercheurs d'un point de vue international. Donc des entreprises comme Gladia prouvent qu'on est quand même capable de développer des technologies assez pointues, même dans des secteurs ultra compétitifs comme l'IA vocale. Et ben voilà, c'est une belle réussite pour la French Tech. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Vous aviez entendu parler de Gladia, j'imagine? Ouais. On est client. Ouais, on l'utilise dans l'éducation pour transcrire nos cours. Comme on est dans 25 pays, ça fait de la traduction. Ça peut être en live ou en asynchrone. C'est vraiment super modèle. Ouais, ça marche bien. Vraiment. Le fait qu'ils soient français, c'est un avantage parce qu'ils ont entraîné le truc sur plusieurs langues. Là où les Américains sont partis billes en tête sur l'anglais. Exactement. Ouais, c'est sûr. Et on n'a pas d'autre solution, en tout cas à notre connaissance, effectivement, américaine, qui marche aussi bien en France. Et quand c'est français, c'est important, il faut le souligner. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, pour toutes ces informations. Merci à vous. Sur Gladia et ses perspectives particulièrement prometteuses, et c'est bien. Merci beaucoup. On va continuer à parler d'intelligence artificielle tout de suite avec notre invité et notre chroniqueur dans la deuxième partie du talk. Frédéric, on continue d'en parler avec vous. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur de Simplon. On parle beaucoup, là, on a parlé des aspects super positifs de l'intelligence artificielle, etc. On parle aussi beaucoup des risques liés à l'IA, que ce soit pour les emplois, les libertés individuelles, l'éthique. Quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les plus grandes craintes autour de l'IA? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous aussi, vous en avez?
Alors, il y en a que je comprends, il y en a que je comprends pas, parce que c'est vraiment des peurs qui sont liées à un imaginaire, un fantasme de science-fiction, et qui détournent un peu l'attention des problèmes qu'il y a vraiment devant nous aujourd'hui et maintenant. Le premier que je vois, c'est qu'il y a un problème de fiabilité. Ces modèles, il y a un pourcentage de ce qu'ils génèrent qui est des tarabistouilles, des hallucinations, je ne sais pas comment on appelle ça, mais donc il y a un problème de fiabilité, il y a un problème d'impact écologique, donc ça c'est très énergivore, donc ça aussi ça se gère, mais il faut le gérer. Et puis il y a la question des biais qui sont liés soit aux données d'entraînement, soit à la manière dont les algorithmes sont conçus et peut-être au manque de diversité dans les gens qui conçoivent des algorithmes. Et on va en parler on va en parler dans un instant. D'abord, est-ce que tout ça, ces sujets d'éthique, d'environnement, d'impact environnemental, ce sont des sujets auxquels vous sensibilisez aussi les gens que vous formez? Oui, tout à fait. Jusqu'à une date récente, c'était pas dans les maquettes pédagogiques des diplômes, donc on en parlait à nos apprenants, mais ils n'étaient pas évalués là-dessus. Depuis le 1er septembre dernier, dans le diplôme de développeur, maintenant il y a une partie Green IT, accessibilité numérique pour le handicap, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. Puis on en a parlé, il y a des questions de souveraineté, des questions d'indépendance, de culture. De données, de culture, bien sûr. Donc tout ça, il faut en parler. Ça fait des professionnels du numérique responsables, c'est ça dont on a besoin. C'est important. Pour Simplon, l'intelligence artificielle, c'est aussi, on en a parlé, un levier d'inclusion, d'égalité des chances. Comment vous voyez justement, de manière plus générale peut-être, le pouvoir ou la puissance en tout cas de l'intelligence artificielle dans le fait de réduire ces inégalités des chances? Moi, je suis très enthousiaste, je ne vous le cache pas. Et donc, c'est la première fois dans toute l'histoire du numérique qu'on a une interface homme et femme-machine en langage naturel, multilingue et multimodal. Maintenant, on parle aux ordinateurs avec nos mots. Et ils font du Python, du chemin. C'est complètement incroyable. Je pense qu'on n'a pas saisi encore l'impact de tout ça. Le langage naturel, la voix. Enfin, je veux dire, c'est ce qui retient les gens de mettre les mains dans les choses. Ouais. Et en plus, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un outil dont le tutoriel, c'est l'outil lui-même. Si vous ne savez pas comment utiliser ChatGPT, vous n'avez qu'à demander à ChatGPT. Et c'est très simple. Et ça peut ramener dans le game tout le monde. Ça, c'est une chance historique. Ce partenariat, il est historique aussi avec OpenAI parce qu'il pourrait bien contribuer à la formation des femmes. Vous en parliez tout à l'heure dans les métiers de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On a 40% d'apprenantes à Simplon, donc là aussi c'est pas en mettant le nez dehors et en nous disant "Eh oh, il y a de la lumière", donc il faut vraiment aller les chercher très loin. C'est ce qu'on fait en ayant plein de programmes. Montrez-nous votre t-shirt. C'est le collectif Women and Girls in Tech, donc on va du collège au lycée, en passant par France Travail, Pôle Emploi, les missions locales. On va chercher les femmes, on leur dit qu'elles sont bienvenues, qu'il y a beaucoup d'informaticiennes qui sont pionnières, qui ont été effacées de l'histoire de l'informatique, et il n'y a pas que Ada Lovelace, il y en a toute une ribambelle. Et donc voilà, effectivement, pour faire tomber le syndrome de l'imposteur, pour qu'elles osent. Elles ont des programmes spéciaux chez nous, réservés aux femmes, avant de rentrer dans un environnement mixte. Qu'est-ce qui fait que du coup ces programmes sont différents de ceux des hommes, par exemple? Juste, ils leur sont réservés. Donc, ce que souvent, en fait, il suffit qu'il y ait un homme en fait, dans la pièce quand on parle de numérique, et en fait, la parole se libère pas pareil, quoi. Et souvent, malheureusement, c'est le formateur, parce qu'on a très peu... c'est déjà difficile de trouver des geeks, mais alors en plus, des femmes qui sont formateurs ou formatrices de geeks, là, c'est compliqué. Donc, effectivement, il faut un environnement, un safe space. Et on peut pas faire un GPT avec une voix féminine qui apprend à des femmes? Si, mais là encore, les voix féminines, on leur a déjà fait le coup. Toutes les assistants et les enceintes connectées ont des voix féminines. Donc là aussi, c'est un peu genre mon assistante et tout ça. Les femmes ne sont pas des assistantes, voilà. Mais sinon, oui, on peut essayer de tout féminiser, les offres d'emploi. Au lieu de dire je veux un ninja du PHP dans mon entreprise, on peut dire aussi avec du PHP, on va faire des trucs super ensemble et vous êtes les bienvenus. Donc vous intervenez notamment dans les écoles. C'est sous la forme de conférences, de présentations de métiers aussi, parce qu'on imagine aussi que toutes ces jeunes filles et ces femmes auprès de qui vous intervenez, elles ne savent peut-être pas tellement toutes les opportunités que l'intelligence artificielle peut leur apporter, notamment dans le cadre professionnel. Oui, complètement. Donc c'est présentation de métiers, découverte aussi de mettre les mains dedans, donc de coder, de faire de la robotique, de l'IA, donc par la pratique, en milieu scolaire ou en périscolaire aussi. Et puis là, en ce moment, c'est la Semaine européenne du code dans tous les pays de l'Union européenne, et c'est Simplon qui la coordonne pour la France. D'accord. Donc on fait des ateliers dans tous les sens, et on forme aussi les parents, parce que parfois ça vient aussi des parents, où le papa amène le petit garçon au cours de code et la fille à la danse. On peut faire aussi le contraire. L'inverse, ça marche ou très les bien deux, aussi, ou les deux. Ouais. Comment vous pensez que l'intelligence artificielle, Frédéric, va transformer justement l'enseignement, les écoles, les universités, l'éducation, en fait, de manière générale dans les prochaines années?
On avait déjà dans nos poches, dans nos smartphones, accès à tout le savoir de l'humanité. Hein. Entre Wikipédia et YouTube, c'est une université gratuite avec énormément de choses. Maintenant, ça va être la barre descend encore plus puisque c'est multilingue, c'est multimodal, c'est en langage naturel. On peut transformer assez rapidement ChatGPT en tuteur, en coach. Moi, je vous donne un petit secret. J'ai un prompt génial pour faire... Moi, j'ai 5 enfants, donc le petit dernier a 13 ans. Donc, pour réviser son programme de 5e l'année dernière, j'avais fait un prompt où il révisait l'entièreté du programme de 5e. Je lui avais donné le référentiel de formation uniquement en lui posant des énigmes qui sont basées sur Naruto et Donjons et Dragons. Et bien, tous les soirs, il voulait réviser Donjons et Dragons et Naruto, alors qu'il révisait son programme de 5e. C'est absolument incroyable. Ah, ça donne envie, ça c'est sûr. Et les profs, comme ça, ils peuvent se concentrer sur du temps pédagogique. Eux aussi, ça va les aider. Ouais. Ils font que 50% de pédagogie dans leur métier. Donc, si on peut automatiser toutes les tâches admin, bien sûr. Non, je pense que ça va être vraiment révolutionnaire. Le risque, après avoir dit ça, c'est que vous soyez contacté sur LinkedIn et chez Simplon pour avoir le prompt. C'est très dangereux. Il est en open source. Bon, génial. Autre sujet aussi que je voulais aborder avec vous, c'est les régulations européennes. On a commencé à en parler, notamment avec Alex aussi, autour de l'intelligence artificielle qui sont, c'est vrai, de plus en plus strictes. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui de réguler l'intelligence artificielle? C'est le truc de Spider-Man, hein, avec des grands pouvoirs, il faut des grandes responsabilités. Donc si on attend des entreprises qu'elles se autorégulent, peut-être qu'elles ne vont pas forcément le faire. Donc c'est bien de les accompagner et de leur donner un cadre. Effectivement, le cadre, il faut qu'il soit quand même suffisamment souple pour permettre aux gens d'innover et d'inventer aussi à quoi vont servir ces technologies. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, hein, les données personnelles, les données de santé, ça veut dire il n'y a pas de débat. Et en revanche, il faut la transposition de l'AI Act dans les différents pays de l'Union et notamment en France. Ça va être une belle bataille de plaidoyer aussi, hein, parce qu'on a des champions de l'IA, hein, on a Alan, on a Mistral, on a plein de choses. Donc il faut qu'il y ait un terrain pour innover et qu'on fasse ça dans un safe space là aussi, et que les gens soient protégés. Et vous n'avez pas l'impression que, en étant enfermé dans notre AI Act et dans nos autres régulations, on va se mettre un peu en marge et potentiellement être en retard alors qu'on était en avance sur certains points? Ça a commencé, hein. Meta AI, on n'y a pas droit, on n'a pas droit à certains modèles, donc effectivement ça a commencé. Est-ce que ça nous met en retard ou est-ce que ça nous met sur une rampe de lancement qui est un petit peu différente et qui est peut-être plus structurante et qui aura peut-être moins de dommages collatéraux? Je ne sais pas encore. On prend un risque en régulant fort, hein, parce que l'AI Act est quand même très contraignant, hein. Donc on va voir comment il sera transposé. On voit aussi les gens formés en France maintenant veulent partir aux États-Unis pour aller faire ce qui te fait de mieux. En IA, on dit state of the art, donc voilà. C'est ça aussi, je pense, le risque, surtout en tant que formateur, qu'école, c'est si je finis et que je peux pas utiliser le dernier modèle, j'ai envie d'aller l'utiliser ailleurs, quoi. Il y a le contraire aussi, hein. Les plus grands centres de recherche en IA de Meta, de Google sont en France. Poolside est venu se réinstaller en France. Mistral, pour l'instant, il reste en France. Ces entreprises-là n'ont pas forcément les infrastructures en France. Ah oui, donc, sur les serveurs et tout. Donc c'est pas forcément... Mais c'est important aussi que la révolution, elle se fasse en France et vous en faites partie. Et c'est vrai que c'est chouette de voir aussi qu'OpenAI investit en France, notamment à vos côtés pour la formation. Et c'est important de le souligner. Une question, Frédéric, peut-être, si demain vous étiez nommé secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle... Alors, Clara est très bien. C'est pas ce que je remets en cause, loin de là. Mais quelle serait votre première mesure? Moi, je rendrais l'acculturation à l'IA et au numérique obligatoire de 7 à 77 ans. Je pense que ça part de là. C'est obligatoire. On évitera les cauchemars de Terminator et on va tous perdre notre job si les gens savent que c'est de la prédiction du mot suivant. Enfin, voilà, ça reste des outils. Tout ça va avec aussi, j'imagine, une éducation à l'esprit critique aussi. C'est ça. Et on ne peut pas avoir un esprit critique sur quelque chose qu'on fantasme et qu'on ne connaît pas. Hein. C'est trop... Donc moi je serais bien pour qu'un Simplon soit obligatoire et remboursé par la sécurité sociale. Mais bien sûr, bien sûr. Et dernière question, dans 10 ans, que nous permettra de faire ou de vivre l'intelligence artificielle selon vous? Je pense qu'elle va devenir complètement invisible, comme tout le reste des technologies, et qu'on aura effectivement des assistants qu'on dirigera à la voix, on en aura peut-être dans nos lunettes, un peu partout, et elle sera au service d'une humanité peut-être plus bienveillante, et
Ouais, je pense. Ouais, moi, j'y crois. On se donne rendez-vous dans 10 ans. C'est dur de faire des prédictions, comme disait Pierre Dac, surtout quand ça concerne l'avenir. Et ben, moi, je propose que vous veniez dans 10 ans et j'espère avant pour continuer à nous en parler. Je prends l'invitation. Bon, bravo en tout cas pour ce partenariat, une première européenne, on le rappelle, entre OpenAI et Simplot. Merci à vous, Frédéric Bardot, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre Azria, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, comme tous les jours, on se retrouve dès demain et dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.